Bonjour Charles-Henri Gallois, alors vous êtes président de Reprenons le contrôle, vous êtes ancien candidat aux législatives de 2024 dans la Nièvre et vous êtes aussi l'auteur de Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle, dans lequel vous justement faites une articulation entre ces deux grands problèmes pour vous qui frappent la France aujourd'hui. Alors si on voulait vous interroger, c'était notamment pour parler en premier lieu du limogeage de Luc Rémont, donc ancien PDG d'EDF. Alors, il a été effectivement licencié dans un communiqué lapidaire. Il a donné un grand entretien au Figaro, dans lequel il parle de ne plus vouloir diriger EDF comme une régie, mais comme une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? C'est toute la problématique, en fait. Bonjour à tous. C'est toute la problématique et ce qui opposait évidemment le gouvernement et Luc Rémont. Mais finalement, Luc Rémont n'a fait qu'appliquer la politique du gouvernement et le même gouvernement qui maintenant s'offuse de cette politique. En fait, lui, et on voit même la composition de son conseil d'administration, ils veulent gérer EDF comme une entreprise privée, c'est-à-dire une entreprise qui doit avant tout être profitable. Je rappelle qu'EDF a quasiment 60 milliards d'euros de dette, et une partie de cette dette vient du système de l'Arenh qui était imposé en fait par l'Union européenne, parce que la France avait été mise en demeure par l'Union européenne, parce que bien qu'elle avait mis en concurrence officiellement le marché de l'électricité, eh bien EDF était tellement rentable par rapport aux autres qu'il n'y avait aucun acteur privé qui rentrait. Et la solution qui avait été trouvée, d'ailleurs à l'époque c'était sous l'UMP, donc les actuels LR ont une responsabilité dans le saccage d'EDF et dans le saccage du nucléaire, eh bien en fait ça a été de vendre un tiers de l'électricité nucléaire à l'époque c'était 40 euros le mégawattheure, ça a été relevé à 42 euros le mégawattheure, de telle sorte que parfois, selon les cours du marché, EDF se retrouvait à vendre à perte en fait à des concurrents qu'on peut appeler parasitaires, parce que ce sont des gens qui ne produisaient pas 1 mégawattheure d'électricité, mais qui faisaient une sorte de trading et qui achetaient en fait cette électricité à EDF pour la revendre sur les marchés. Et la Et revendre donc, plus cher, donc et faire une la revendre plus-value plus cher. là-dessus. Enfin, Exactement, exactement. Et la problématique qui se posait, c'est que il y a une nouvelle négociation de l'Arenh qui arrive à expiration. Eh bien, Luc Rémont, lui, s'est dit, pour ne pas souffrir de ça, je vais augmenter le prix de 42 à 70 euros le mégawattheure, de telle sorte que EDF sera beaucoup plus rentable en faisant ça. Le problème, c'est qu'une partie, au-delà des concurrents parasitaires, une partie aussi de cette électricité historique du nucléaire était vendue à ce prix-là, en fait, à nos industriels très énergivores. Et donc, si vous augmentez à 70 euros le mégawattheure, eh bien, ces industriels, déjà qu'on a malheureusement plus beaucoup d'usines en France par une politique fiscale, normative et aussi énergétique complètement folle, eh bien, ces industriels-là se disent que pour eux, ça ne sera pas possible. Et c'est majoritairement en fait ce qui opposait le gouvernement et Luc Rémont. Par ailleurs, Luc Rémont, là-dessus, on peut se dire qu'il est en tort, parce qu'une entreprise de service public, c'est quoi son rôle? C'est d'amener au meilleur coût possible un service le plus large en fait à tous les citoyens et aussi à nos entreprises. Et là, effectivement, il sortait de cette mission de service public. Mais il dit aussi des choses intéressantes dans son interview, parce qu'il s'attaque notamment à ce qui fait l'actualité alors, maintenant, à savoir la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie, où là, on est sur des choix complètement dingues et qui sont les choix du gouvernement, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils nous vendent une prétendue relance du nucléaire, on voit en réalité que ce sont des investissements complètement délirants dans les énergies renouvelables qui sont inclus dans cette programmation. On va y revenir dans un instant, Charles-Henri Gallois, effectivement, sur voilà on va parler dans cet entretien quand même de tous les enjeux d'avenir énergétique, que ce soit sur le nucléaire ou même notre approvisionnement à l'étranger. Mais d'abord, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant, c'est que Luc Rémont n'est pas le premier ancien patron d'EDF à claquer la porte et à pousser, pardonnez-moi l'expression, mais à pousser une gueulante justement en expliquant que rien ne va et que l'État fait les choses n'importe comment. On a l'impression qu'en fait ça fait 10 ans, 20 ans
qu'il y a le même problème et que l'État français ne sait pas gérer EDF et ne sait pas gérer EDF pour une bonne et simple raison, c'est que en fait c'est une entreprise qui cherche effectivement à avoir de la rentabilité et en même temps à proposer un service. On a l'impression que pour eux c'est inconcevable et que enfin, quelque part ils ne savent pas gérer ce genre de modèle. Ça devrait être gérable. Le problème, c'est que le système précédent de l'AREN, en fait, a ruiné EDF. Et il y a toutes les contraintes aussi au niveau de l'Union européenne. Il faudrait en fait reprendre le contrôle en matière énergétique vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'il y a la mise en concurrence forcée a été mise en place par l'Union européenne. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir une entreprise publique, mais il ne soit pas un monopole, et cette mise en concurrence forcée, ça a été le fait de l'Union européenne. Vous avez aussi le fait, par exemple, il y a encore tout un tas d'investissements qui pourraient être faits dans les barrages hydroélectriques qui sont rentables et qui ont une énergie en plus qui est très bon marché. Le problème étant que l'Union européenne, dans son idéologie, là encore, de mise en concurrence tous azimuts, oblige EDF à vendre, en fait, enfin pas à vendre, c'est à mettre en concession ces barrages à d'autres opérateurs privés. Mais dans ces conditions-là, vous n'investissez plus dans l'énergie hydroélectrique alors que vous auriez intérêt à le faire. Donc on est sur des éléments complètement dingues. Et il y a la problématique aussi poussée par l'Union européenne, mais aussi d'un point de vue idéologique validée complètement par les macronistes, des énergies renouvelables. Vous avez entre autres une directive, dite directive des énergies renouvelables 3, qui force la France, et tous les pays d'ailleurs de l'Union européenne, à avoir au sein de son mix d'énergie primaire, donc c'est toute énergie comprise, dont le pétrole, le gaz, etc., 42,5% d'énergie renouvelable. Donc si vous n'avez pas compris en fait cette pression de l'Union européenne et cette directive-là, vous ne pouvez pas comprendre en fait la politique complètement absurde qui est d'investir et de continuer à investir dans les énergies renouvelables intermittentes que sont le photovoltaïque et l'éolien, quand bien même ça coûte beaucoup plus cher que le nucléaire, quand bien même c'est intermittent, donc ça ne fonctionne pas tout le temps, et quand bien même ça déstabilise aussi le réseau parce que ça a des coûts de raccordement complètement dingues et ça force nos centrales nucléaires en fait à fonctionner à puissance faible, ce qui n'est pas, elles ne sont pas conçues pour ça. Et en fait, quand vous faites ce qu'on appelle de la modulation du nucléaire, eh bien, vous abîmez les centrales nucléaires. Donc, ça veut dire que vous abîmez potentiellement la durée de vie des centrales nucléaires, ce qui est une absurdité, parce que nos centrales nucléaires actuelles sont complètement amorties. Donc, c'est-à-dire que c'est le coût de l'énergie le moins cher, le coût de l'électricité le moins cher au monde qu'on puisse trouver, ce sont nos vieilles centrales nucléaires, ce qui permettrait normalement, si on n'était pas dans le mode de calcul des prix du marché de l'électricité de l'Union européenne, d'avoir le coût de l'électricité le moins cher au monde. Eh bien, en rajoutant comme ça des énergies renouvelables, en faisant de la modulation nucléaire, vous augmentez automatiquement en fait le prix et le coût unitaire de l'électricité. Donc on marche complètement sur la tête. C'est pas du tout une gestion qui est optimale, c'est une gestion malheureusement qui est idéologique à la fois du gouvernement et de l'Union européenne, et EDF est obligé d'en payer les pots cassés. Donc concrètement, vous m'emmenez, Charles Gallois, sur le sujet du mix énergétique français, enfin du mix électrique pour être plus précis. Concrètement, est-ce qu'il y a un objectif précis avec une date où on doit atteindre, vous avez parlé de 42% d'énergie renouvelable, à l'origine on parlait aussi d'énergie verte, et la France a dû batailler pour que le nucléaire soit reconnu comme une énergie verte, et ça a été fait au prix que le gaz allemand soit aussi reconnu comme une énergie verte. Alors, juste un détail là-dessus, ça a été le cas pour le financement, mais dans ce qu'ils appellent les énergies vertes et dans l'obligation d'avoir 42,5% dans le mix, le nucléaire est exclu. Oui. Oui, oui. Et alors concrètement, évidemment, on sait Emmanuel Macron, après avoir brillamment fermé Fessenheim, s'est dit qu'il fallait, donc dans son discours de Belfort, s'est dit qu'il fallait maintenant reconstruire des EPR. Concrètement, qu'est-ce qui se dessine sur le mix énergétique français entre ce qui est demandé par l'Union européenne et ce qui est réalisé actuellement par la France? Vers quoi on tend sur les 10 prochaines années? On tend vers une catastrophe. C'est cette fameuse programmation pluriannuelle de l'électricité. C'est la troisième du nom. La deuxième, rappelez-vous, c'est celle qui prévoyait de fermer 14 réacteurs nucléaires. Ils en ont fermé deux avec Fessenheim. Ça a été décidé par François Hollande et confirmé, je le rappelle, par Emmanuel Macron, qui pouvait faire machine arrière. Et derrière, dans tout le début de son mandat, Emmanuel Macron a mené de toute façon une politique antinucléaire avec la fin du projet Astrid. Il avait avant ça
vendu les turbines Arabelle d'Alstom à General Electric. Donc il a mené une politique anti-nucléaire comme jamais Emmanuel Macron. Il a changé son fusil d'épaule et en 2022, il nous fait effectivement le discours de Belfort pour nous expliquer qu'il va falloir relancer le nucléaire. Très bien, c'est ce qu'on dit depuis des années. Le problème, c'est qu'il y a le en même temps. Le en même temps, c'est qu'il nous dit qu'il va relancer le nucléaire. Bon, en 2022, on est en 2025, c'est 3 ans après. Il n'y a pas une seule pierre qui a été posée. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près ces 6 EPR2, c'est censé coûter 67 milliards d'euros. EDF attend les garanties de l'État depuis 3 ans pour le faire. Il n'y a pas eu une seule garantie de l'État. Donc il nous dit qu'il va relancer le nucléaire, mais il ne donne pas des garanties financières à EDF pour pouvoir le faire. En parallèle, par contre, il nous pousse un chantier d'éolien en mer, 2000 éoliennes en mer, qui est un truc complètement absurde. 120 milliards d'euros, il n'y a pas de problème pour trouver des garanties financières. Mais les chantiers, ils ont commencé pour les EPR ? Est-ce qu'il y a des autorisations qui ont été débloquées ? Est-ce que... Il n'y a pas eu une pierre qui a été posée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle déjà qu'il y aura 3 ans de retard. Bah forcément, comme ils n'ont rien fait pendant 3 ans, il y a 3 ans de retard. Il y a 3 ans de retard. Donc il n'y a absolument rien qui a été fait. EDF attend les garanties financières. Et plus globalement, dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, on retrouve, c'est un truc qui est complètement dingue, qui finalement nous propose de financer d'énergie intermittente dont on n'a pas besoin avec de l'argent dont on n'a pas. C'est quasiment 300 milliards d'euros en 10 ans le coût de cette programmation pluriannuelle d'électricité si elle a été mise en œuvre. Comme il y a 67 milliards, on arrondit à 70 milliards pour le nucléaire, ça veut dire qu'il y a 230 milliards d'euros pour des énergies renouvelables. Le texte n'a pas encore été publié, mais à Le Point qui a eu accès à ce texte, le programme en tant que tel prévoit un quadruplement de la capacité des énergies photovoltaïques et un triplement des énergies éoliennes. Donc on voit bien qu'il nous parle de relance du nucléaire, mais concrètement, le poids du nucléaire dans le mix énergétique de la France diminuerait drastiquement. Et comme par hasard, dans cette programmation pluriannuelle, il prévoit, alors ils n'atteignent pas les 42,5, mais il prévoit de porter les énergies renouvelables dans le mix énergétique primaire à 40%. Mais c'est quelque chose en fait de complètement dingue. On voit déjà que la consommation, mais ça c'est plus parce qu'on a de moins en moins d'usines malheureusement, la consommation d'électricité a tendance à baisser en France, donc on en remet beaucoup, plutôt que de préparer avec de nouvelles centrales nucléaires plus que les 6 qui sont prévues pour préparer la suite du parc historique nucléaire. Ils nous mettent des énergies renouvelables partout, alors qu'on sait très bien que les pics de consommation, par exemple, c'est en hiver quand les gens rentrent du travail, à 18h. Il fait nuit. Manque de chance, le photovoltaïque, quand il fait nuit, ça ne marche pas. Moyennement efficace. Voilà, et vous n'êtes pas assuré d'avoir du vent tout le temps. Donc en fait, ils vont mettre des investissements colossaux avec une énergie intermittente qui de toute façon est beaucoup moins rentable que le nucléaire si elle n'est pas subventionnée massivement, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez augmenter massivement la facture des gens en surdimensionnant en fait la production d'électricité, tout ça par idéologie pour mettre des énergies renouvelables. Donc c'est une catastrophe parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie, c'est le sang de l'économie. Et si vous n'avez pas une énergie bon marché, vous n'avez plus d'industrie. Il faut bien comprendre qu'à cause des règles déjà du marché de l'électricité de l'Union européenne, dont nous on veut sortir, on veut rétablir un prix national de l'électricité, on veut sortir de ce mode de calcul absurde, on aurait normalement l'électricité la moins chère du monde. Dans le cadre de ce marché, à l'heure actuelle, on a une électricité qui est 4 fois plus chère qu'aux États-Unis. On a un prix du gaz qui est 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Alors qu'on produit, on produit du nucléaire pour quasiment rien, et que en fait, si on sortait de ce marché européen, on aurait incontestablement l'une des énergies les moins chères au monde quelque part. Je rappelle, j'en profite, Charles Gallois, pour rappeler donc que vous êtes président de Reprenons le contrôle et auteur de Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle. Donc voilà, ça c'est pour nos auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route. Et puis, chers auditeurs, je vous rappelle aussi que, à 8h15, nous recevrons Martin Pelletier pour parler de la question du wokisme. Est-ce que c'est la nouvelle religion européenne ? Mais voilà, je reviens à vous, Charles-Henri Gallois, cette transition faite.
Donc, pour résumer, le nucléaire français est bradé au prix enfin, sur le sacrifié sur l'autel du renouvelable européen. On a déjà vu évidemment les conséquences d'une tentative d'augmenter le renouvelable. Ça s'appelle l'Energiewende en Allemagne et ça a été un échec complet. Maintenant, comme on le rappelait en début d'entretien, Luc Rémont, donc patron d'EDF, s'en va. Est-ce que selon vous, il y a vraiment une tentative de programmation et une tentative de réussite de l'énergie française par les dirigeants actuels? Est-ce que leur objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la France devienne souveraine sur les questions énergétiques, ou alors est-ce qu'ils ont d'autres objectifs parce qu'ils vont tellement à contresens qu'on se demande vraiment ce qu'ils cherchent. C'est ça qui est assez fascinant. C'est le en même temps macronisme, hein, comme je l'ai dit. C'est dramatique parce qu'on a l'électricité la moins chère du monde et on la paye 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Quand vous avez une énergie 4 fois plus chère par rapport aux États-Unis, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Saint-Cyr pour comprendre que les industries ne vont pas aller en France ou même globalement en Europe, mais elles vont aller aux États-Unis ou elles vont aller en Chine, qui a une énergie aussi meilleur marché, qui a un coût de la main-d'œuvre qui est meilleur marché. Donc on est en train de tuer complètement l'industrie en France et même en Europe. Et on voit dans cette loi, ça résume en fait la Macronie, c'est du en même temps. Alors que là, on aurait dû depuis à minima 2022 rétablir un prix national de l'électricité. C'est pas dans les traités d'ailleurs, donc on peut le faire du jour au lendemain si on veut. L'Espagne Mais la l'a fait Macronie, notamment. voilà, mais la Macronie ne veut pas froisser l'Union européenne. La Macronie fait du en même temps. Alors on fait un peu de relance du nucléaire pour satisfaire les pro-nucléaires, mais il faut aussi satisfaire l'Union européenne. Donc on va investir de manière complètement démesurée 230 milliards d'euros dans les énergies renouvelables intermittentes dont nous n'avons pas besoin. Donc on est sur quelque chose, il n'y a aucune vision en réalité, il n'y a pas de vision de politique énergétique, comme il n'y a pas de vision de politique industrielle, comme il n'y a pas de vision en fait de politique migratoire. On dit tout et son contraire. En fait, la seule et unique vision d'Emmanuel Macron qui a dit tout et son contraire, mais comme de la Macronie, depuis le début de l'existence de ce mouvement, sur tous les sujets, ils disent tout et leur contraire, eh bien, c'est l'Union européenne et c'est la soumission à l'Union européenne. Et on le retrouve aussi en matière énergétique, encore une fois. C'est pas anodin s'ils poussent à 40% du mix, quand l'Union européenne en demande 42,5, c'est pour satisfaire l'Union européenne. Sur la défense, on retrouve la même chose avec des propos complètement lunaires et contraires aux intérêts de la France. Quand vous avez un emprunt commun de 150 milliards d'euros qui est prévu, mais qui sont des emprunts en fait qui seraient après faits aux États. Donc la France n'a pas de risque, si ce n'est d'avoir un risque de garantie si un État était amené à faire faillite, ce qui était très peu probable. Vous avez les dirigeants français eux-mêmes, les macronistes, Jean-Noël Barrot, qui lui dit non, non, il faut que ce soit des subventions. Parce qu'il faut faire plus européiste qu'européiste. Sauf que si c'était des subventions, ce que Jean-Noël Barrot n'a pas l'air de comprendre, c'est que la France devrait surpayer comme toute dépense qui passe à l'Union européenne, et donc ça aurait un coût. Je l'ai calculé sur 150 milliards d'euros. Entre le capital et les intérêts, la France devrait payer, si c'était des subventions, 40 milliards d'euros pour n'en recevoir que 18. Donc il y aura un coût net de 22 milliards d'euros. Mais en fait, quel dirigeant qui pense à l'intérêt national fait ça? Absolument personne. Donc on a des gens qui, à chaque fois, au nom de l'Union européenne, et ces gens-là, ce sont les macronistes, sont prêts à sacrifier absolument tous les intérêts de la France et des Français, et on le voit sur tous les sujets. Et alors, il y a une question sur l'Union européenne qui est celle tout de même du Green Deal. C'est le Green Deal tout de même qui va amener une sensible modification de notre politique énergétique, même sur l'agriculture, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que la France parvienne à utiliser ce Green Deal, parvienne même à utiliser l'Union européenne en général? Parce que, rappelons-le, la France est un des pays les plus, voire le pays le plus vertueux de l'Union européenne sur la question de sa production d'électricité. Est-ce que la France, demain, si elle était bien dirigée quelque part, pourrait pas utiliser l'Union européenne pour, au contraire, soutenir la politique énergétique française qui est écologique, qui est environnementalement irréprochable, plutôt que, finalement, condamner l'Allemagne qui nous empoisonne l'Alsace et la Lorraine au charbon depuis 20 ans, la Pologne qui en fait de même? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement retourner les instruments de l'Union européenne contre finalement l'Allemagne, la Pologne, ceux qui polluent vraiment? Le problème, c'est qu'il y a un effet de cliquet, et si les dirigeants français ne défendent pas leurs intérêts au sein de l'Union européenne, l'Allemagne le fait systématiquement.
Vous savez, c'est pas anodin et c'est pas pour rien que le prix de l'électricité est schématiquement, comme on le dit, indexé sur celui du gaz. C'est parce que ça favorise l'Allemagne. Quelque chose qui peut paraître aussi anodin, le mode de calcul du DPE, c'est complètement absurde. Et que DPE, qui, je rappelle, c'est une directive de l'Union européenne de 2002 sur l'efficacité énergétique. Les gens ne comprennent pas quand ils rentrent dans le mode de calcul que le fait de se chauffer à l'électricité, qui en France est complètement décarbonée grâce au nucléaire, en fait donne un malus par rapport au gaz. Il y a un coefficient de 2,3, c'est-à-dire que dans le cadre du DPE, vous avez une meilleure note si vous êtes chauffé au gaz plutôt qu'à l'électricité. Et ça, évidemment, ça avait une directive européenne, donc ça avait été poussé par les Allemands parce qu'ils se chauffent au gaz. Donc vous voyez bien que sur tous les sujets, en réalité, et pourquoi le gaz est considéré de facto comme une énergie verte à chaque fois que c'est possible, c'est parce que les Allemands le veulent. Donc effectivement, c'est ce dont on aurait besoin, il faudrait pousser ces sujets-là, mais pour ce qui est du pacte vert, c'est plus que le mode de consommation, ce sont essentiellement des normes, d'ailleurs décroissantes, et c'est pas pour rien que le Rassemblement national demande une suspension du pacte vert. Jordan Bardella a demandé au Parlement européen une suspension du pacte vert et cherche des alliés pour faire cela, parce que c'est une catastrophe. Ça amènerait, selon les études, à une baisse de la production agricole de 15 à 20%. Ça met des normes additionnelles aux agriculteurs, et dans le même temps, vous avez l'Union européenne qui va signer des accords de libre-échange avec le monde entier, qui a déjà signé, il n'y a plus qu'à le ratifier, celui avec le Mercosur. Donc pendant que vous imposez des normes complètement délirantes à nos agriculteurs, vous faites rentrer des produits du monde entier qui ne respectent absolument pas les mêmes normes, notamment environnementales. Donc c'est une concurrence déloyale et c'est un système qui de toute façon amène à l'euthanasie programmée de nos agriculteurs, et c'est dramatique quand on sait l'importance de nos agriculteurs pour le patrimoine, pour les paysages français. C'est quelque chose contre lequel il faut effectivement se battre, et c'est ce que fait entre autres Jordan Bardella au Parlement européen. Alors, vous parlez des traités de libre-échange. J'aimerais qu'on reste simplement sur la question de l'énergie. Un élément, il nous reste voilà, 3 ou 4 minutes. Concrètement, quand on regarde la situation géopolitique actuelle, là, le conflit russo-ukrainien s'approche d'une trêve, s'approche peut-être de la fin. Ça fait maintenant ça fait maintenant 3 ans que l'Europe essaye de ne plus se fournir en gaz russe, est passé au GNL américain, qui est bien sûr plus cher, qui est bien sûr plus coûteux, qui nous rend dépendants des Américains. Concrètement, dans la situation actuelle, on a l'impression que l'Europe est mise un peu sur le banc dans la table des négociations, qu'elle peut regarder de loin, mais qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer à la table. Est-ce qu'il y aura des conséquences de la fin de ce conflit sur le plan énergétique européen? Est-ce que ce conflit, enfin, la fin de ce conflit ou une trêve pourrait nous affecter énergétiquement, économiquement, sans que en fait, on puisse avoir un quelconque mot à dire? Et la seule façon qui affecterait, ce sera un retour du gaz russe. Il faut savoir que sur les deux gazoducs, Nord Stream 1, Nord Stream 2, sur chacun des deux, il y a un conduit qui est très endommagé, mais il y en a un qui est fonctionnel. Donc potentiellement, il y aurait deux conduits, un conduit sur chacun des deux gazoducs qui pourrait permettre de réalimenter en gaz. D'ailleurs, on a entendu, alors ça reste au stade de la rumeur pour le moment, que les États-Unis et la Russie négocient quant à une exploitation américaine de ces gazoducs pour amener du gaz en Europe. Et je pense pourquoi ils négocient, c'est que Donald Trump, par sa politique de baisse massive des normes, des impôts et de barrières douanières, veut réindustrialiser les États-Unis. Si ça a lieu, en fait, eh bien, ça veut dire que tout leur gaz, plutôt que de l'exporter sous forme de GNL, ils vont l'utiliser en interne pour leur réindustrialisation. Et en fait, les États-Unis seraient aussi gagnants là-dessus. Mettons que s'ils ont quelque part l'exploitation des gazoducs Nord Stream, il y aurait à nouveau du gaz russe qui arriverait par l'Europe, sauf qu'il serait plus cher qu'avant la guerre, et les États-Unis prendraient des royalties sur chaque passage, comme ils n'exporteraient plus leur GNL. Donc on voit que là, les Européens, d'un point de vue énergétique, par le conflit russo-ukrainien, ont malheureusement été les dindons de la farce, et là on a l'impression que ça va continuer, parce qu'il y a une forme de dogmatisme beaucoup plus grand, là où les États-Unis vont avant tout défendre leurs intérêts. C'est-à-dire que les États-Unis, si la paix a lieu, et c'est déjà le cas de ce que j'ai entendu, il y a des entreprises qui vont revenir très rapidement en Russie, alors que je pense que les Européens, par dogmatisme, vont conserver des sanctions pendant des mois et des mois, et en fait la place sera déjà prise, alors qu'il y avait beaucoup d'entreprises allemandes, françaises,
qui était très présente en Russie et où c'était un grand marché. Les États-Unis, par pragmatisme, à chaque fois vont défendre leurs intérêts. Et les Européens, c'est l'inverse. Même quand je parlais de défendre des positions contraires internationales, quand vous avez le gouvernement français ou même Gabriel Attal qui défendent mordicus l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, ce serait une catastrophe pour la France, pour nos agriculteurs, parce que ce serait une baisse de la PAC de 20%, de la concurrence déloyale avec un pays où le salaire minimum est de 180 euros par mois, la SMIC est à 1800 en brut, donc c'est 10 fois moins. Vous imaginez évidemment le coût de la main-d'œuvre très différent et surtout le coût de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça a été évalué par le Financial Times, c'est 186 milliards d'euros en 7 ans. Donc ça veut dire que la France devrait payer 5 milliards d'euros par an pour l'adhésion de l'Ukraine, alors qu'on nous explique qu'on a l'euro près et qu'on a une situation des finances publiques catastrophique. En fait, tout patriote français, par défense sur l'international, ça n'a rien contre les Ukrainiens. C'est normal, quand on est souverainiste d'ailleurs, de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais de défendre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est vraiment jouer contre les intérêts de la France, et je pèse mes mots. Et merci beaucoup Charles-Henri Gallois pour Merci. cet excellent résumé de la situation tant énergétique que géopolitique un petit peu sur la fin. J'invite les auditeurs à aller regarder les tableaux que vous publiez sur Twitter où vous faites de très jolies comparaisons sur le mandat d'Emmanuel Macron récemment notamment. Merci beaucoup d'être venu ce matin.